Jeffrey Sachs est professeur d'université et président du Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies. Il a travaillé pour 3 secrétaires généraux des Nations Unies et sert actuellement Antonio Guterres. Il a reçu 43 doctorats honoris causa, ce qui pour moi en fait la personne la plus crédible sur la planète. J'ai traduit son article sur le veto des États-Unis contre le droit international au Conseil de sécurité de l'ONU. Le vote presque unanime du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi, appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, est un moment d'honneur pour les Nations Unies et de honte pour les États-Unis. En votant pour arrêter la guerre d'Israël sur Gaza par un vote de 13 oui, 1 non et 1 abstention au Royaume-Uni, la grande majorité s'est placée du côté du droit international. Les États-Unis se sont tenus seuls contre le droit international, avec leurs acolytes et tuteurs dans la brutalité impériale, le Royaume-Uni, s'abstenant de manière disciplinée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a honoré l'ONU et la décence humaine en invoquant l'article 89 de la Charte des Nations Unies, appelant le Conseil de sécurité de l'ONU à arrêter les tueries à Gaza en tant que responsabilité fondamentale en vertu de la Charte de l'ONU. Chaque jour, les fonctionnaires de l'ONU sur le terrain à Gaza luttent héroïquement pour nourrir, abriter et protéger la population des bombes israéliennes. Plus de 100 membres du personnel de l'ONU ont été tués dans l'assaut israélien. La situation à Gaza est aussi claire que brutale. L'État de Palestine, reconnu par 139 nations, souffre depuis longtemps des brutalités de l'occupation israélienne à Gaza et en Cisjordanie. Gaza a été qualifiée de plus grande prison à ciel ouvert du monde par Human Rights Watch. Après l'horrible attaque terroriste dirigée par le Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle 1200 Israéliens sont morts, Israël a commencé à nettoyer ethniquement Gaza. Les spécialistes juridiques du Centre pour les droits constitutionnels considèrent les actions d'Israël comme un génocide. À ce jour, plus de 17 400 Gazaouis ont été tués et un nombre inimaginable de 1,8 million de Gazaouis ont été déplacés. Des dizaines de milliers sont en danger de mort imminente. Le mois dernier, Guterres a averti que Gaza est en train de devenir un cimetière pour enfants. Israël a poussé la population du nord de Gaza vers le sud, puis a envahi le sud. Les autorités israéliennes ont dit aux Gazaouis de fuir pour leur vie vers des zones dans le sud, puis ont bombardé les endroits vers lesquels les Gazaouis avaient été dirigés. Les États-Unis sont plus qu'un protecteur d'Israël. Ils sont complices. Les États-Unis fournissent en temps réel les munitions qu'Israël utilise pour des massacres de masse, même si les autorités américaines rendent un hommage de façade à la vie des civils de Gaza. Le président d'Israël, Isaac Herzog, justifie le massacre en déclarant qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza. C'est toute une nation là-bas qui est responsable. Le plus gros mensonge du gouvernement israélien est que l'Israël n'a pas d'autre option que le massacre de masse des Gazaouis, soi-disant pour vaincre le Hamas. Le fait qu'Israël ait été bercé par son arrogance au point de baisser sa garde le 7 octobre ne fait pas du Hamas une menace existentielle. Le Hamas ne possède qu'une infime fraction de la puissance militaire d'Israël. Le 7 octobre, tout comme le 11 septembre aux États-Unis, a été une énorme erreur de sécurité qui devrait être immédiatement corrigée par un renforcement de la sécurité aux frontières, et non une menace existentielle qui justifierait de quelque manière que ce soit le meurtre de milliers ou de dizaines de milliers de civils innocents, les femmes et les enfants constituant 70% des victimes. La frénésie meurtrière est menée par les mêmes politiciens qui étaient responsables de la défaillance sécuritaire du 7 octobre et qui manipulent maintenant les angoisses les plus profondes de la population israélienne. Il y a un point plus large et bien plus important. Le Hamas peut être démobilisé par la diplomatie et uniquement par la diplomatie. Israël et les États-Unis doivent enfin se conformer au droit international, accepter un État souverain de Palestine aux côtés d'Israël et accueillir la Palestine comme le 194e État membre de l'ONU. Les États-Unis doivent cesser d'armer l'opération israélienne de nettoyage ethnique à Gaza et arrêter de protéger les violations flagrantes des droits humains par Israël en Cisjordanie.
56 ans après son occupation illégale des terres palestiniennes et après des décennies de colonies illégales dans les territoires occupés, Israël doit enfin se retirer des terres palestiniennes occupées. Avec de telles mesures, la paix entre Israël et les pays voisins pourrait être et serait assurée. Sur cette base, les casques bleus de l'ONU, comprenant à la fois des troupes arabes et occidentales, sécuriseraient à leur tour la frontière Israël-Palestine pour une période de transition nécessaire. Dans le même temps, tous les flux de financement internationaux vers les militants anti-israéliens seraient coupés par des actions conjointes et coordonnées des États-Unis, de l'Europe et des voisins arabes et islamiques d'Israël. La voie diplomatique est ouverte, car les pays arabes et islamiques, y compris l'Iran, ont une fois de plus réitéré leur désir de longue date de paix avec Israël, dans le cadre d'un accord de paix qui établirait la Palestine selon les frontières de 1967 et sa capitale à Jérusalem-Est. La véritable raison de la guerre d'Israël à Gaza est que le gouvernement d'Israël rejette la solution à deux États et pointe du doigt les extrémistes de l'autre côté, plutôt que les États arabes et islamiques qui souhaitent la paix fondée sur la solution à deux États. Des zélotes israéliens, y compris plusieurs membres du cabinet, croient que Dieu leur a promis toutes les terres allant de l'Euphrate à la Méditerranée. Cette croyance est absurde. Comme l'histoire juive devrait le rendre évident pour les juifs religieux, et comme toute l'histoire humaine devrait le rendre clair de manière générale, aucun groupe, qu'il soit juif ou autre, n'a un droit inconditionnel sur une quelconque terre. Pour que les droits soient sécurisés et respectés internationalement de nos jours, les gouvernements doivent se conformer au droit international. Dans le cas d'Israël et de la Palestine, le droit international, tel qu'exprimé à maintes reprises par le Conseil de sécurité de l'ONU, stipule que deux États souverains, Israël et la Palestine, ont à la fois le droit et la responsabilité de vivre côte à côte en paix selon les frontières de 1967. Non seulement Israël, mais peut-être encore plus les États-Unis, ont perdu leur chemin. La raison profonde était claire pour le sénateur G. William Fulbright il y a 60 ans, lorsque Fulbright était président de la Commission des Relations étrangères du Sénat et a écrit le magnifique livre « L'arrogance du pouvoir ». Fulbright a pointé du doigt l'arrogance comme la cause profonde de la guerre imprudente de l'Amérique au Vietnam dans les années 1960. Dans son arrogance continue, l'État militaro-sécuritaire américain ignore à plusieurs reprises la volonté de la communauté internationale et le droit international parce qu'il croit que les armes et le pouvoir lui permettent de le faire. La politique étrangère des États-Unis repose fortement sur des opérations de changement de régime clandestines et illégales et sur une guerre perpétuelle qui répond aux besoins du complexe militaro-industriel américain. Nous ne devons pas devenir cyniques à propos de l'ONU. Elle est actuellement bloquée par les États-Unis, le pays qui a mené à sa création sous le plus grand président américain, Franklin Delano Roosevelt. L'ONU fait son travail, construisant le droit international, le développement durable et les droits humains universels, étape par étape, avec des avancées et des reculs face à l'opposition de forces puissantes, mais avec l'arc de l'histoire de son côté. Le droit international est une création humaine relativement récente, encore en cours d'élaboration. Il est difficile à réaliser face à la puissance impériale récalcitrante, mais nous devons le poursuivre. Il est important de noter que s'opposer aux crimes de guerre d'Israël n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme. Ce point a été éloquemment exprimé dans une lettre ouverte par des dizaines d'écrivains juifs. Netanyahou ne parle pas au nom du judaïsme. Le gouvernement israélien viole l'injonction la plus sacrée de toutes les injonctions juives, celle de protéger la vie, Pikuach Nefesh, et d'aimer ton prochain comme toi-même, Lévitique 19. Le message de l'éthique juive se trouve dans les paroles du prophète Isaïe, Isaïe 2,4, inscrites sur un mur en face directe des Nations unies. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une nation, et on n'apprendra plus la guerre.